faire famille, c'est très, très différent, de l'idéal qu'on a dans la société. Donc moi, j'avais beaucoup, je veux dire de préjugés, on va dire ça comme ça, quand j'ai commencé, qui étaient, bah, quand on a des enfants, c'est des enfants qui s'occupent de soi quand on est âgé ou quand on est en fin de vie. Et j'ai constaté que c'était pas forcément toujours le cas, que c'est un peu un idéal qu'on nous projette, quand je serai vieux, mes enfants vont s'occuper de moi. Et c'est un peu, voilà, une vision que j'avais, très, on s'occupe de ses grands-parents, on s'occupe de ses parents et tout ça. Et en fait, ce que j'ai pu constater dans les fins de vie, c'est que souvent, il y a d'autres proches qui viennent faire, famille autour du patient. Notamment, j'ai très fréquemment vu des nièces ou des neveux, des filleuls, qui prennent une place très, très importante au moment de la fin de vie, avec parfois des enfants qui sont absents. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que finalement, moi, il y avait une grande question qui restait quand même toujours un peu en suspens, cette idée un peu de la tristesse de mourir seul. Et finalement, les gens sont souvent entourés, alors parfois par des gens, bah, parfois leurs enfants, mais parfois par des personnes où on ne s'y attendrait pas. Je veux dire, un filleul, parfois on se dit, mais enfin, le filleul qui accompagne son parrain ou sa marraine jusqu'au bout, qui est là tous les jours, qui est soutenant, c'est quand même une vision qu'on nous présente pas souvent dans la société. Et donc ça m'a beaucoup interpellée. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Effectivement, on n'a pas idée. Je pense que, de nouveau, c'est un gros cliché sociétal de dire aussi, de motiver les gens à faire des enfants en disant, bah oui, mais quand tu n'as pas d'enfant, bah, tu mourras seul, hein, on le dit beaucoup. Mhm. Alors que, oui, effectivement, on le voit quand même dans nos rapports à nos parents, nos grands-parents, même quand on n'est pas en fin de vie. Est-ce qu'on prend toujours le temps, justement, de passer du temps avec nos parents, nos grands-parents, etc. Voilà, ça pose question dans la société aujourd'hui par rapport au temps, par rapport aux relations, parce qu'on idéalise aussi beaucoup la relation familiale, je veux dire élargie par rapport à son noyau de ses propres enfants, son mari ou son épouse, etc. Mais je pense que dans la réalité, il y a beaucoup, beaucoup de familles avec différents schémas, etc. Donc il y a... Oui, oui, tout à fait. Et franchement, j'ai toujours été surprise de voir à quel point les gens, c'est très rare des gens qui meurent seuls. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est vraiment très rare parce que parfois ils ont même des enfants de cœur, parfois un ami qui a toujours été là dans la vie et qui finalement est encore là jusqu'au bout. Et donc finalement, c'est assez rare des gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas d'entourage. Et j'ai remarqué aussi que parfois la relation aux enfants, c'est un chemin de vie qui est parfois très compliqué, avec beaucoup de hauts, de bas, beaucoup parfois de rancœur, beaucoup de regrets, beaucoup je veux dire, d'attentes non assouvies des deux côtés. Et donc, on est parfois sur quelque chose qui est plus émotionnellement compliqué pour les gens, alors que parfois, avec un neveu, une nièce, un filleul, un enfant de cœur, la relation est plus sereine parce que je pense qu'on n'a pas du tout le même lien affectif en tant que parent avec ses enfants et avec d'autres, je veux dire, adultes avec qui on a créé un lien particulier dans la vie. Et donc, souvent, je remarque que vraiment, ces personnes prennent une place très importante dans la fin de vie, là où les enfants, parfois, s'effacent. Ça arrive très souvent, et beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, malheureusement. Et donc c'est assez enfin moi c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée, qui m'a rassurée en me disant finalement c'est assez rare qu'on meure seul, mais qu'est-ce qui fait aussi que les parcours de vie fait que finalement c'est pas les enfants qui sont souvent là. Il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est pas parfois c'est pas très pondérant. Et aussi ce que je remarque c'est aussi quand il y a des fratries, à quel point chacun a une place complètement différente dans la relation parentale. Et donc, je remarque que c'est souvent les filles qui sont très présentes. Il y a un peu une sorte de vision de la société où c'est la fille qui prend soin Comme souvent, et les la femme frères prend viennent soin. pour les décisions. Ah oui, 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 bah c'est très représentatif, c'est très cliché, mais c'est très représentatif Oui, du mode de fonctionnement dans un couple, dans une famille, dans... Ouais, ouais, je suis pas oui. étonnée là. Ouais. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est que du coup, ces filles sont là de manière assez importante pour je veux dire, la vie de tous les jours dans le soin palliatif. Ah, donc, elles viennent parfois toute la journée dans la chambre, elles font des petites courses, elles amènent tous les petits trucs que la personne aime, elles mettent une petite fleur, elles sont vraiment tout le temps là.
et le frère arrive parfois de manière une fois ou deux sur la semaine parce qu'il travaille, hein, il travaille. Et donc, Mmh. oui, oui, voilà. Et donc, la fille en soi, elle peut mettre un peu sa vie en parenthèse, mais le frère souvent travaille. Et donc, bon, ben, et même, je dirais, du discours des parents, parfois, il y a un peu ça. Oui, mais bon, il a un travail sérieux, il ne peut pas venir tout le temps, c'est pas facile, il vient quand il peut. Et il est là, il doit être là pour toutes les décisions. Et donc, c'est un peu je me dis, Jaffa, c'est quand même assez comique, quoi. La fille est là tout le temps, mais finalement, elle n'est jamais 100% dans la décision. Il faut que le frère soit là, ou les frères, pour pouvoir dire, OK, on est tous d'accord sur le sujet. Waouh, Donc, waouh. c'est assez particulier parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était très patriarcal comme système et que Ah c'est ouais? toujours ancré dans le fait que c'est toujours finalement la fille, même ou la nièce ou la filleule, ou quoi, qui s'occupe du parent mourant. Bah, Euh, c'est comme dans le début de vie, de famille, parce que pour moi, la parentalité, et d'ailleurs quand j'en parle en conférence et cetera, je fais toujours, la ligne du temps aussi, et j'aime bien dire, qu'en fait, on devient aussi, on est parent toute notre vie, parce qu'à un moment donné, on va devenir aussi parent de nos propres parents, parce qu'on va s'en occuper plus par rapport aux maladies, à la vieillesse, et puis à la fin de vie, comme on en parle ici. Et donc, c'est quand même dingue de voir que le schéma de début de vie avec nos enfants, où c'est quand même aujourd'hui encore dans nos sociétés beaucoup trop patriarcal à mon goût. Oui, je suis féministe, je le dis encore et je l'assume, mais la femme fait quand même la majorité des choses et des soins, et du prendre soin de la famille, sans reconnaissance derrière. Et quand effectivement l'homme fait quelque chose, et heureusement les hommes sont de plus en plus présents et ils sont en demande d'en faire encore plus, mais par contre eux sont beaucoup plus vite reconnus en fait par rapport à ce qu'ils font, parce que eux ils ont un travail et c'est important, etc. Alors que la femme de base en général travaille peut-être à temps partiel, etc., mais travaille quand même, a toujours une activité. Mais le fait de tout ce qu'elle fait au quotidien, et cetera, n'est même pas reconnu parce que c'est identifié comme étant normal et classique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui oui, est quand même hallucinant de retrouver aussi en fin de vie, ce même schéma, en fait. C'est Oui, fou. et ce schéma-là est très présent aussi, par exemple, quand les gens retournent à domicile pour la fin de vie. Donc, quand nous, avec l'équipe mobile, on aide à mettre en place le retour à la maison. Parfois, les gens ne rentrent pas chez eux, ils rentrent chez un de leurs enfants, parce que c'est vraiment pas possible de rester seul au domicile pour la fin de vie. Et donc, souvent, un enfant accepte de prendre son parent à la maison. Et, bon, je vais dire, j'ai presque envie de dire 9 fois sur 10, c'est des femmes. Alors, sauf si on a des fratries que de garçons, alors en général, on trouve une astuce. Mais c'est vrai que s'il y a une fille dans l'histoire, la plupart du temps, c'est chez la fille que le parent va aller faire ses soins palliatifs à la maison, avec des frères qui seront soutenants. Hein. Je ne pas dire qu'ils n'étaient pas là, ils sont soutenants, ils sont impliqués, mais on sent que toute la charge, tout repose toujours finalement sur la femme, même dans ces moments-là, avec parfois quelque chose d'un peu d'ingrat parce que je vois parfois, c'est assez fréquent chez les mamans, un peu le fils, quoi. C'est un peu, on sent vraiment quand le fils arrive, il y a le fils qui est là et la fille qui est là toute la journée en train de rester dans la chambre à l'hôpital, qui fait les petites courses, etc., qui fait finalement ce travail un peu invisible. Ben, on s'attend, c'est tellement normal qu'elle soit là qu'il n'y a pas ce côté un peu Cette non-reconnaissance, moi j'appelle ça vraiment, oui, c'est fou. La fois passée, j'ai eu une dame qui était vraiment en difficulté par rapport à sa fin de vie parce que il y avait vraiment ce poids de laisser ses enfants, de dire mais en fait qu'est-ce qu'ils vont faire quand je ne serai plus là. Donc il y a vraiment cette inquiétude. Finalement, c'est pas la peur de mourir, mais la peur de laisser ses enfants sans maman. Donc c'est vraiment ça qui imprégnait son discours, avec donc deux enfants, un fils et une fille, et où elle disait elle-même, je culpabilise parce que je m'inquiète plus pour mon fils qui avait des difficultés dans la vie. Je m'inquiète plus pour lui que pour ma fille parce que je sens que ma fille, je sais qu'elle va savoir gérer, mais en même temps, c'est pas juste pour elle. Et donc, je sentais vraiment toute cette contradiction qu'elle avait en elle et en même temps, son inquiétude, elle était réellement portée sur qu'est-ce que va faire mon fils et qu'est-ce que va faire ma fille, mais vraiment qu'est-ce que va faire mon fils quand je ne serai plus là. Et donc, il y a quand même quelque chose qui ressort un peu dans les discours aussi. C'est pas quelque chose juste je veux dire, qu'on voit, mais qui n'est pas dit. Parfois, ça sort vraiment dans les discours, une inquiétude de la maman pour le fils qui va peut-être pas s'en sortir, parce que souvent, ben, il y a un peu cette image du fils sans sa maman, il n'est rien, quoi. Il y a vraiment parfois quelque chose un peu de l'ordre de ça. D'accord.
Et qu'est-ce que les personnes comme ça, qui sont parents te confient d'autres par rapport à leurs enfants ou leur, rapport à leurs enfants comme ça, en fin de vie? Qu'est-ce qu'ils te partagent? Alors j'ai eu plein de d'échanges très différents. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que, les enfants, c'est ce qui les avait portés dans leur vie. Vraiment, alors souvent des mamans, mais parfois j'ai des papas et ça je trouve que c'est toujours très touchant aussi de voir des pères qui disent, «Beh, c'était moi qui voulais un enfant, ma femme elle était pas trop OK» et qui se sont investis à fond dans leur rôle de père et donc on sent que laisser, les enfants derrière, c'est vraiment très, très dur. Je j'ai aussi beaucoup maintenant je voilà, ça je pense que c'est aussi un peu un biais de société, c'est que j'ai comme beaucoup de personnes âgées, pas que, hein. J'ai parfois des gens de 40 ans, ça c'est encore un tout autre rapport aussi, à laisser ses enfants derrière quand on a 40 ans, c'est pas la même chose que quand on a 80. C'est vrai. Et donc parfois des regrets sur le fait d'avoir eu des enfants ou des paroles qui se dénouent sur, des personnes plus âgées qui me disent: «Beh, franchement, si c'était à refaire, j'en aurais pas fait». Moi, j'ai une dame qui me disait, «Moi, ma fille, je la voulais pas» et elle s'en voulait vraiment parce qu'elle disait que même dans sa fin de vie, à, elle arrivait pas à outrepasser cette sorte un peu de je vais pas dire de rancœur, hein, c'est vraiment ce sort de regret et dans la relation, ça se sentait et ça avait été là toute sa vie et elle disait: «Je m'en veux, je culpabilise vis-à-vis de comment je me sens vis-à-vis de ma fille, mais en même temps, moi, je ne la voulais pas» et donc il y a parfois des choses qui sortent comme ça, et des attentes aussi des enfants à ces moments-là. Je pense qu'il y a un peu une idéalisation de la fin de vie où on s'imagine qu'on va se réconcilier, qu'on va, résoudre tous les conflits et qu'on va avoir une belle mort où on se tient dans la main en se disant pardon et en fait, il y a des pardons qui n'arrivent jamais, des 2 côtés. Et donc ça, c'est quand même parfois, très, très dur de voir, je me souviens d'une situation d'une dame, qui avait eu, plusieurs enfants, mais qui n'en voulait pas. C'est son mari qui avait fort insisté et ses enfants étaient dans une attente qu'elle finisse par dire, ben, voilà, pardon, pardon pour mon je parce qu'ils nous expliquaient à les enfants que parfois elle n'avait pas été ça avait pas été quelqu'un de très affectueux, de très tendre, de très investi, qu'ils avaient vraiment senti toute leur vie qu'ils étaient pas désirés et ils s'attendaient que sur son lit de mort, elle finisse par dire, Bah, c'était bien quand même finalement. oui, c'est ça, Oui, voilà, un peu, un peu et donc ça. c'était vraiment dur parce qu'on les voyait, s'accrocher à ça, à attendre un dernier mot qui n'est pas venu et donc c'est vraiment je pense qu'il y a vraiment cette idée que, dans la fin de vie, on se réconcilie et c'est pas toujours le cas et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent malheureusement et qui est pas facile à vivre pour les gens parce que moi, j'ai beaucoup de parents aussi qui m'expliquent le regret de l'absence de leur enfant qui me disent: «Bah oui, mon fils, ma fille ne vient plus me voir» ou «J'en ai 2 mais il y en a un avec qui je parle plus depuis 15 ans. C'est compliqué. J'aimerais bien qu'il vienne me voir, une dernière fois, j'aimerais bien, le voir» et donc ils demandent au frère, à la sœur: «Est-ce que tu pourrais pas lui demander de venir?» et bon, parfois ils viennent, ça arrive et parfois on a des belles, réconciliations, en tout cas quelque chose de plus apaisé. Je dis pas que tous les pardons sont faits, mais en tout cas quelque chose d'apaisé et ça, c'est toujours très chouette à voir aussi. Mais parfois ça ne vient pas non plus et parfois il y a des enfants qui ne reviennent pas Mmh. et c'est assez difficile, je trouve, en tant que soignant, parfois de ne pas être dans le jugement, parce qu'on ne connaît pas les histoires de vie des gens qui sont face à nous. C'est ça. Et donc c'est vrai on a tendance, nous, on voit nos patients, dans leur lit, être en fin de vie. Il y a quelque chose de très émouvant là-dedans et on se dit: «Bon, enfin, les enfants, ils pourraient quand même faire un effort, hein, ils pourraient venir voir leur père, ils pourraient venir voir leur mère». Mais parfois, il s'est joué des choses, qu'on ne sait pas et Bien sûr. c'est ce que j'essaie toujours de dire à l'équipe, c'est que nous, on les a vraiment tout à la fin, après un long parcours de vie où parfois des enfants reviennent effectivement, parce qu'ils font un peu l'effort de se dire: «OK, je reviens» et puis quand la personne est décédée, on prend le temps de parler avec les enfants et puis on découvre un parcours de vie avec, de la violence familiale, j'ai déjà eu des situations d'inceste et des choses comme ça et on se dit: «Bah oui, en fait, revenir, c'était pas une évidence non plus». Mmh. Ouais, c'est très intéressant ce que tu partages parce qu'on a très peu, accès fatalement à ce genre de choses, sauf quand on est touché personnellement Mmh. fatalement par, la fin de vie de nos proches